C'est une des phrases que j'ai le plus souvent entendues depuis quelques jours à l'occasion des traditionnels échanges de vœux de bonne année. Oublions 2020 et consacrons-nous à 2021 qui sera forcément meilleur. Avec cette réponse si naturelle qu'on pourrait la croire programmée, de toute façon, ça ne pourra pas être pire. Je sais bien que ce genre de formule n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça n'en traduit pas moins un état d'esprit face aux événements. Nombre de nos contemporains sont convaincus que nous devons la grave crise actuelle à un virus qui par hasard a ravagé le monde. Ils ne se demandent ni ce qui a pu provoquer ce virus d'une façon globale, ni si j'ose dire à qui profite le crime en termes géopolitiques, ni quelle est dans ce qui nous arrive la part imputable au virus lui-même et la part qui revient aux solutions adoptées contre lui dans les grands pays occidentaux. Pays eux-mêmes placés à des degrés divers sous contraintes hospitalières et sanitaires. Alors allons plus loin. Rares sont ceux parmi les porteurs de bons vœux qui se demandent si tout ce qui nous arrive ne serait pas dû avant tout à un changement du regard sur la vie et la mort sous l'effet d'un individualisme qui est devenu désormais souverain. Non, on se contente d'attendre que la page se tourne avec la conviction plus ou moins étayée que 2020 serait la pire année que l'humanité ait jamais connue. Regardez par exemple la couverture de Time Magazine à la mi-décembre, un grand 2020 qui est écrit en noir, barré de 2 traces sanguinolentes. Vous savez, c'est avec cette une percutante que le célèbre hebdomadaire américain a une nouvelle fois fait parler de lui. En dessous de ce 2020 rayé rageusement, 4 mots, The worst year ever, la pire année de tous les temps. Des mots écrits, entre parenthèses, sans point d'interrogation, comme une affirmation, comme une information. Ou peut-être comme un soupir, me direz-vous, car en lisant l'article de Stéphanie Zacharek, sur lequel repose cette une, on découvre dès le début un contenu qui est plus circonspect que ne le suggérerait la couverture et son sous-titre. Elle écrit notamment, cette journaliste, « Il y a eu des années pires dans l'histoire américaine et de façon certaine des années bien pires dans l'histoire du monde, mais la plupart d'entre nous, en vie aujourd'hui, n'en ont jamais vu comme celle-ci. » Ah, voilà, ça devient nettement plus juste d'un seul coup. Le nombrilisme de cette journaliste est d'ailleurs assez sidérant quand vous lisez l'article. Elle s'étend sur la pandémie mondiale, sur ses tragédies. Elle s'étend aussi sur d'autres grands événements qui ont marqué 2020. L'incendie gigantesque en Australie pour ouvrir l'année, la mort terrible de George Floyd à Minneapolis qui a suscité toutes les réactions que vous savez. Elle interroge aussi notre capacité à changer en profondeur. Elle constate un sentiment répandu d'impuissance et d'isolement, et malgré tout ça, elle relève des raisons d'espérer, parce que c'est après tout le métier qu'elle exerce. Au-delà de cet état des lieux en fin de bail d'une année étrange et difficile, on peut penser que Time Magazine, avec sa une racoleuse et son regard très américain, aura au moins eu une vertu, celle d'ouvrir la voie à un débat utile parce que justement on sort de mois difficiles, inattendus, désarmants. Où pouvons-nous placer 2020 parmi les années tragiques que l'humanité a connues? Eh bien, en cette émission de début d'année, je vous propose un petit retour en arrière qui va pouvoir nous aider, nous aussi, à appréhender différemment ce que nous traversons. Franck Ferrand sur Radio Classique. D'abord, déjà, rien qu'au XXe siècle, il y a pas mal d'années qui semblent, entre nous soit dit, un petit peu plus tragiques que celle qui vient de s'écouler. Alors, d'abord, nous vient à l'esprit cette cohorte de crimes, des crimes à échelle à peine croyable, de ces machines à tuer qu'ont été au XXe siècle les grands régimes totalitaires. Et puis, il y a eu les périodes dévastatrices des 2 guerres mondiales, bien entendu. Un exemple qui d'ailleurs est évoqué dans le fameux article de Time, là. C'est l'ultime séquence du premier conflit mondial, 1918. On pourrait en dire beaucoup aussi sur 1914, d'ailleurs. 1918, ça fait 4 interminables années déjà que dure la Grande Guerre, qui mobilise plus ou moins tous les continents. Au début de l'année, la manière dont tout ça va finir est encore assez difficile à prévoir. Les 2 camps ont été très fragilisés puisqu'en mars, la Russie, qui depuis octobre 1917 est devenue bolchevique, signe le traité, la paix de Brest-Litovsk, ce qui est terrible pour les anciens alliés de la Russie parce que ça veut dire que d'un seul coup, les empires centraux et l'Allemagne, tout d'abord, vont disposer de troupes qui sont libérées à l'Est pour pouvoir frapper un rude coup sur les fronts occidentaux. Bref, des victimes
victimes s'ajoutent encore et encore aux millions de vies que la Première Guerre mondiale a déjà coûté. Maintenant, l'Amérique est venue au secours de l'Europe et entraîne de nouvelles troupes dans les combats. Une Europe complètement épuisée, saignée littéralement, dont chacun... Il y a un signe concret aujourd'hui, ce sont tous ces monuments aux morts dans toutes les communes. Quand vous voyez les noms, bien sûr, tous ces noms des morts, avec parfois plusieurs frères ou plusieurs parents d'une même famille, il faut imaginer le traumatisme, tous ces voisins, ces amis, ces pères, ces frères qui ont disparu dans la boue des tranchées. Mais il y a aussi des conséquences économiques au niveau mondial. Et puis voilà qu'un nouveau mal vient s'ajouter à tous les autres. Au printemps 1918, une grippe se répand à travers le monde. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça il y a quelque temps. Elle se répand d'abord en Europe, mais aussi ailleurs, parce que l'Inde, par exemple, va être très touchée. On va nommer cette grippe la grippe espagnole, et j'avais eu l'occasion de vous dire que c'était une appellation qui était due à un épiphénomène, c'est que la presse en Espagne était, j'allais dire libre, pas tout à fait d'ailleurs, mais elle n'avait pas la même censure que dans les pays où régnait la propagande de guerre, et que donc ça avait créé une distorsion. Les journaux espagnols étaient les premiers à en avoir parlé, donc on l'a appelée la grippe espagnole. Mais en fait, elle venait plutôt des États-Unis. Peut-être d'ailleurs au départ venait-elle de Chine via les États-Unis, apportée en tout cas en Europe par des militaires américains qui étaient venus épauler donc les pays de l'entente pour essayer de remporter cet interminable conflit mondial. La victoire d'ailleurs va intervenir très tard dans cette année 1918, en novembre, vous le savez évidemment, et après ça tout est à reconstruire avec un monde complètement secoué et une France qui va payer à toute cette affaire le plus lourd des tributs. Je cite Jean-Christian Petit-Fils dans son Histoire de la France. Le bilan humain était effrayant. 1 400 000 militaires tués et 3 200 000 blessés sur 7 800 000 mobilisés. À ces chiffres s'ajoutaient 210 000 victimes civiles et 400 000 morts de la terrible épidémie de grippe espagnole qui sévit en 18-19, 1 million d'invalides de guerre, 300 000 mutilés, 600 000 veuves, 700 000 orphelins. La pyramide des âges en fut durablement affectée au XXe siècle et la société, on peut le dire, avait changé. Ah oui, ça c'est autre chose que le coronavirus qui en France pour le moment, et quelle que soit évidemment la révérence qu'on ait envers tous ceux qui ont disparu sous l'effet de cette épidémie, un coronavirus qui pour l'instant n'a tué en France qu'une personne sur 1000. Alors je viens de vous parler de l'épidémie de grippe espagnole, j'aurais pu en évoquer tellement d'autres. L'humanité, avant les progrès de la santé publique, avant l'apparition des antibiotiques et de certains vaccins, était impuissante face au déferlement de tous les maux subis. Rappelez-vous, je vous avais parlé de cette peste d'Athènes au temps de Périclès, ou de la peste antonine au temps de Marc Aurèle. Plus près de nous, à l'époque des grandes découvertes, au 15e, 16e siècle, il y a eu en Amérique des ravages extraordinaires dans le sillage du premier voyage de Christophe Colomb en 1492. C'était ce télescopage de civilisation qui en même temps était un télescopage bactérien et viral à l'échelle mondiale, avec des maux inconnus de part et d'autre de l'Atlantique qui d'un seul coup ont attaqué des organismes qui n'y étaient respectivement pas préparés. Comme l'explique Nathalie Brown, les populations américaines disposaient d'une tolérance pathologique limitée aux maladies américaines. C'est ainsi que la variole, le typhus, la rougeole aussi ont anéanti en quelques décennies 4/5. Certains historiens nous disent même, écoutez bien ça, 9/10 des populations concernées. Le siècle qui suivit l'arrivée des Espagnols constitue la catastrophe démographique la plus grande de l'histoire, nous dit encore Nathalie Brown. Une autre épidémie tient une place à part dans la mémoire collective, et si je ne l'évoquais pas ce matin, je pense qu'on se poserait des questions. C'est évidemment, bien sûr, ces années 1348, 1349, 1350, ce plein milieu du XIVe siècle où s'est répandue la peste noire, qui s'est abattue sur une partie considérable de l'Eurasie, et ça en quelques années donc. Quand je dis l'Eurasie, ça allait vraiment de la Chine, bien entendu, en passant par le sous-continent indien, jusqu'à toute l'Europe, jusqu'aux confins de l'Islande. En Europe, elle est arrivée apparemment par des bateaux génois à Messine, donc tout à fait sur la pointe de la Sicile, vous savez, à la fin de 1347. C'est une escadre qui arrivait de Crimée, où avaient eu lieu des combats.
Le port de Kaffa avait été assiégé par les Tartares et en guise de bombardement, il s'était servi de corps de pestiférés envoyés par le ciel dans les murs de la cité. Et des navires italiens ont emporté ce mal avec eux. À bord, déjà, des personnes avaient déclaré la peste, mais en route vers la Sicile, il a fallu se débarrasser dans la mer d'un certain nombre de corps meurtris et sans vie. Et dès qu'on s'est rendu compte à Messine que ces marins venus d'Orient avaient apporté avec eux une terrible épidémie, eh bien, on a constaté qu'il était trop tard, qu'on pouvait plus contenir sa propagation. Il y avait déjà trop de personnes qui étaient porteuses. Alors, vous savez en quoi consiste cette peste, hein. Il y a deux déclinaisons, la peste bubonique, divers symptômes dont l'apparition de bubons gorgés de pus, dont certains sont plus gros que des balles de golf, hein. Le malade est vite affaibli, il meurt dans 2 cas sur 3, peut-être même 3 cas sur 4. Là encore, tous les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis il y a la peste pulmonaire qui touche directement le système respiratoire, et là, celle-là, on n'y survit quasiment jamais. La maladie se répand par les routes, les fleuves, les ports, elle ne peut pas être arrêtée et la désolation qu'elle a semée sur son passage est indescriptible. On a vu des villes entières ravagées. On connaît bien sûr le célèbre exemple de la cité papale qui est Avignon à l'époque. C'est Barbara Tuchman qui en donne une idée, je la cite. « Dans Avignon surpeuplé, on assurait que 400 personnes mouraient chaque jour. 7000 maisons vides avaient été fermées et un seul cimetière avait reçu 11 000 corps en 6 semaines. Une fois que tous eurent été remplis, on jeta les morts dans le Rhône jusqu'à ce que des fosses communes fussent creusées. » Au total, pour ce qui en est de l'Europe de l'époque, hein, le bilan est évalué à 30, 40, certains disent 50% de la population. Une personne sur 2 probablement aurait disparu au cours de cette terrible peste noire. Dans la guerre de 100 ans, voici ce que nous dit Jean Favier. Toujours un bonheur de citer Jean Favier. L'épidémie est d'autant plus meurtrière qu'elle cesse rarement dans une ville ou une région avant 5 ou 6 mois. À Givry, en Bourgogne, Givry c'est une petite bourgade, hein, elle tue 11 personnes en juillet, 110 en août, 302 en septembre, 168 encore en octobre et 35 même en novembre. À Paris, elle dure d'un été à l'autre. Elle ravage Reims du printemps jusqu'à l'automne. La paralysie s'empare des villes et des villages. Chacun reste tapi chez soi ou prend la fuite dans un réflexe incontrôlable et inefficace de sauvegarde ou simplement de peur. Ceux qui partent trouvent parfois au rendez-vous la mort ou la xénophobie. Comme on peut s'en douter, il y a toutes sortes d'effets induits, hein, effets socio-économiques, culturels, religieux même, effets inimaginables à long terme. On va parler d'un fléau du ciel à l'époque. On se met en quête de coupables faciles, et notamment les minorités juives qui vont comme à chaque fois payer un lourd tribut. Elles sont accusées d'empoisonner les sources d'eau. On raconte toutes sortes de sornettes, mais à chaque fois, les conséquences sont terribles, avec des massacres. Rappelons de surcroît que pour la France, cette peste apparaît à une période difficile, puis c'est le début de la guerre de 100 ans, marquée par toutes sortes de difficultés de tous ordres, à commencer par des difficultés agricoles. On peut penser que tout ça a fait de ces années du milieu du XIVe siècle les pires années de l'histoire. Eh bien non. Un historien, il s'appelle Michael McCormick, nous dit qu'on peut trouver encore bien pire. Figurez-vous que c'est l'analyse des carottes glaciaires qui a permis d'identifier une période terrible entre toutes dans l'histoire mondiale. C'est le milieu du 6e siècle de notre ère. Vous me direz, pas besoin des carottes glaciaires pour avoir une image assez peu avenante de ce début du haut Moyen-Âge. En Europe, depuis l'effondrement de l'Empire romain, l'instabilité politique et générale est partout, avec beaucoup d'insécurité, de guerre, de violence. S'y ajoutent des événements météo anormaux qui frappent de nombreuses régions du monde à partir de 536. Voilà la date, elle est prononcée. Sarah Sermondada, dans un article de Sciences et Avenir en 2018, nous dit: en cause, une catastrophe climatique, peut-être une à plusieurs éruptions volcaniques qui auraient obscurci l'atmosphère au point de faire chuter la température d'1,5 à 2,5 degrés. Phénomène décrit dans la littérature de l'époque et appuyé par des études précédentes. Résultat, des conséquences désastreuses pour les récoltes et des sociétés fragilisées. De quoi là aussi favoriser l'apparition de toutes sortes de maladies
plus dévastatrices les unes que les autres, dont la célèbre peste justinienne. Ce que McCormick, justement, avec ses collaborateurs, prouve par les recherches qu'il a pu mener dans les profondeurs de la glace alpine, c'est que la présence de particules de plomb a subitement chuté dans l'atmosphère. Ça témoigne d'un terrible marasme, d'une production en chute libre, et McCormick de lancer toujours dans Science et Avenir que, je cite, c'était le début, d'une des pires périodes pour être en vie, si ce n'est, et voilà, ça y est, donc 536, vous avez retenu la date, si ce n'est la pire année de toute l'histoire. Ce rapide aperçu de certaines des crises qui ont miné l'humanité est terrible et effrayant. Évidemment, je ne vous parle là que des temps historiques, puisque nous ne savons rien de tout ce qui s'est passé pendant les millénaires de la préhistoire. Mais il faut arriver aussi à mettre un peu en perspective notre année 2020, là, qui a été présentée quand même par le plus célèbre magazine du monde comme la pire année de l'histoire. Il faut le faire. On pourrait dire que dans le passé, les gens disposaient de moyens infiniment inférieurs que les nôtres pour combattre les maux auxquels ils étaient confrontés. Nous n'en avons pas fini avec toutes les difficultés. C'est vrai que, par essence, l'humanité est fragile. Peut-être qu'en fait, ces rappels de la finitude humaine nous troublent parce que nous ne sommes plus, c'est ce que je vous disais pour commencer cette émission, nous ne sommes plus tellement capables aujourd'hui d'affronter l'idée que, eh bien oui, nous sommes fragiles, nous sommes mortels et que voilà, ça fait partie, ça encore de la vie. La mort, d'une certaine manière, fait partie de la vie. Et là, il faudrait se replonger dans les travaux de Philippe Ariès sur la mort en Occident pour se rendre compte que cette mort, elle a été de plus en plus mise de côté, de plus en plus niée, de plus en plus cachée et que peut-être aujourd'hui nous payons les effets ultimes de ce refus de voir les choses en face. L'histoire, comme vous le voyez, est un merveilleux moyen de remettre les choses à leur place. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai considéré. Je considère que l'histoire, c'est un très grand réservoir d'expérience humaine qui permet justement de modérer certains jugements qu'on pourrait avoir. Ça permet peut-être aussi parfois de combattre un certain repli sur soi, bien entendu. Si je m'en tiens à l'histoire de France, il est souvent arrivé que dans cette histoire de France, nous descendions assez bas. Vous savez, nous descendions assez loin dans le gouffre. Rappelez-vous 1420, au lendemain du désastre d'Azincourt, le terrible traité de Troyes qui carrément allait jusqu'à donner la souveraineté française à l'Angleterre à l'époque. Et on sait que quelques années plus tard, c'est Jeanne d'Arc qui était arrivée pour mettre un terme à ce grand délire. En 1525, il y avait eu la défaite effroyable de François Ier à Pavie. Et Charles Quint, à l'époque, nous avait demandé une gigantesque rançon qui avait saigné à blanc le royaume de France. Et puis, alors on pourrait citer bien des dates. 1712, en plein cœur de la guerre de succession d'Espagne, où Louis XIV a bien cru qu'il allait perdre son trône et s'ensevelir lui-même sous les ruines de la monarchie. Et puis 1814-1815 avec la double chute, si je puis dire, de Napoléon Ier et le congrès de Vienne et l'occupation. Là encore, les Alliés nous ont en 1815 demandé des sommes énormes. Les Prussiens ne se sont pas privés d'en faire autant en 1870 après l'effondrement de Sedan. Et là encore, ça allait très mal. Je vous parlerai d'ailleurs de 1870 et 1871 là dans les jours qui viennent. Évidemment, c'est un anniversaire. Et puis, bien sûr, 1940, est-ce que j'ai besoin de développer 1940 ? Alors, je vous rassure, même en France, 2020 est donc loin d'être la pire année que nous ayons connue. Je me dis que si nos ancêtres ont si brillamment remonté des pentes bien plus abruptes, eh bien, nous devrions y arriver aussi.